Le 14 mai 1852, tous les journaux de la Nouvelle-Orléans rapportèrent la même vente aux enchères. Un jeune homme, à peine âgé de 23 ans, fut vendu à un prix qui pulvérisa tous les records dans l'ensemble du Sud. On le décrivit comme le plus bel esclave masculin jamais présenté sur le bloc d'enchères de l'hôtel Saint-Louis. Mais ce que ces journaux ne publièrent pas, ce que les commissaires-priseurs ne révélèrent jamais, c'était le secret qui rendait cette vente non seulement extraordinaire, mais impossible. 7 témoins jureraient plus tard sous serment que le jeune homme debout sur cette estrade n'aurait jamais dû exister. Non pas à cause de son apparence, mais à cause de ce qu'il était. Les familles les plus puissantes de la ville se disputèrent sa possession. L'une d'elles réussit. Moins de 3 mois plus tard, cette famille serait détruite. Les archives de sa vente furent scellées par la législature de Louisiane en 1853 et ne furent jamais rouvertes. Jusqu'à présent, personne n'avait posé la question qui aurait dû être évidente dès le départ. Pourquoi payer une fortune pour un esclave qui était déjà légalement libre? Avant de poursuivre l'histoire de l'hôtel Saint-Louis et du jeune homme qui n'aurait jamais dû s'y trouver, je dois vous demander quelque chose. Si vous écoutez depuis la Louisiane, le Mississippi ou n'importe où le long de la côte du Golfe, laissez un commentaire indiquant votre état. Car ce qui s'est produit à la Nouvelle-Orléans en 1852 a peut-être laissé une trace dans l'histoire de votre propre famille. Et si vous souhaitez entendre d'autres histoires comme celle-ci, des histoires qu'on a tenté d'enterrer, abonnez-vous dès maintenant. La réponse à cette question ne commence pas à la Nouvelle-Orléans, mais dans un lieu que la plupart des gens n'ont jamais entendu nommer. Une plantation qui n'apparaît sur aucune carte moderne. La plantation Rivière-Ocane, située à 43 miles en amont de la Nouvelle-Orléans. Un vaste empire sucrier appartenant à la famille Deharoux depuis 1791. En 1852, c'était l'une des exploitations les plus rentables de Louisiane, produisant plus de 800 barriques de sucre par an et employant, si ce mot peut être utilisé, 217 personnes, réduites en esclavage. La maison principale était un témoignage de la grandeur créole. 3 étages de briques blanchies à la chaux, entourées de galeries à chaque niveau, soutenues par des colonnes expédiées de France en 1803. Des chênes verts bordaient l'approche fluviale, leurs branches si chargées de mousse espagnole qu'elles formaient un tunnel d'ombre verte que les visiteurs trouvaient soit enchanteur, soit oppressant, selon leur tempérament. La famille Desvaux appartenait à l'aristocratie créole, des catholiques francophones qui retracèrent leur lignée jusqu'à la Normandie et se considéraient distincts et supérieurs aux planteurs américains qui avaient afflué en Louisiane après l'achat du territoire. Ils parlaient français à la maison, assistaient à la messe en latin et se mariaient au sein d'un cercle restreint de familles, dont les noms figuraient dans les archives coloniales françaises originales. Être créole signifiait appartenir à une culture antérieure à la Louisiane américaine, avec ses propres règles, ses propres hiérarchies et sa propre conception de la race et du statut, qui ne correspondait pas tout à fait au système binaire privilégié par les Américains. Monsieur Anatole Deharoux, propriétaire de la plantation en 1852, avait 56 ans. Veuf depuis 8 ans, il était, selon tous les témoignages, un homme au goût raffiné et aux pratiques commerciales méticuleuses. Il tenait des registres précis dans des livres reliés de cuir, chaque entrée écrite de sa cursive soignée, chaque chiffre vérifié 2 fois. Il assistait à la messe tous les dimanches à l'église Saint-Augustin de la Nouvelle-Orléans, assis dans le même banc que son père avait acheté en 1802. Il appartenait au bon cercle, investissait dans les bonnes banques et mariait ses 3 filles aux bonnes familles. Sa réputation était irréprochable. Un homme qui honorait ses contrats, payait ses dettes et traitait ses esclaves, comme il le disait lui-même, avec une considération chrétienne appropriée. Son jeune frère, Christophe, était tout autre chose. Christophe Deharoux avait toujours été le charmeur, le beau, celui qui savait se glisser dans toutes les réunions mondaines et se dérober à toute responsabilité. Tandis qu'Anatole apprenait la culture de la canne à sucre et la gestion d'une plantation, Christophe apprenait la poésie, le piano et l'art de dépenser de l'argent qu'il n'avait pas. À la mort de leur père en 1821, la plantation fut léguée entièrement à Anatole. Christophe ne reçut qu'une pension, assortie de la condition expresse de ne jamais s'impliquer dans les affaires familiales. Christophe, alors âgé de 24 ans, prit l'argent et partit pour Paris dans les 6 mois qui suivirent. Pendant 6 ans, il envoya des lettres joyeuses décrivant la vie parisienne. Les théâtres, les salons, les cafés,
où les intellectuels débattaient de philosophie jusqu'à l'aube. Anatole réglait ses dettes et envoyait de l'argent lorsque cela était demandé, considérant cela comme un faible prix à payer pour la tranquillité. Puis, en 1827, Christophe fit quelque chose d'inattendu. Il se maria. La lettre annonçant le mariage arriva en octobre, accompagnée d'un petit daguerréotype qui avait dû coûter 1 semaine de loyer. La femme sur l'image était jeune, peut-être 20 ans, avec des traits délicats et des yeux sombres semblant regarder droit à travers l'objectif. Elle portait une robe simple mais élégante, et ses cheveux s'étaient coiffés selon la dernière mode parisienne. La légende au dos de la main fluide de Christophe disait « Céleste Mororo Deharou, ma femme, ta belle-sœur, tu l'aimerais, mon frère ». Ce que Christophe ne mentionnait pas, mais que le daguerréotype révélait clairement à quiconque regardait attentivement, c'était que Céleste avait des origines africaines. Pas beaucoup. Sous certains éclairages, elle aurait pu passer pour méditerranéenne, mais suffisamment pour qu'Anatole le remarque immédiatement. La teinte de sa peau, la texture de ses cheveux visibles sous la coiffure élaborée, la forme de ses traits racontaient une histoire qui aurait été banale à Paris, mais catastrophique en Louisiane. La réponse d'Anatole fut brève et définitive. Christophe n'était plus le bienvenu à Rivière-aux-Cannes. Sa pension continuerait, mais seulement s'il ne revenait jamais en Louisiane et ne contactait plus jamais la famille. Le mariage ne serait pas reconnu. Aucun enfant issu de cette union ne serait reconnu. Aux yeux de la famille Desvaux, Christophe était mort à Paris en 1827. La réponse de Christophe mit 4 mois à arriver. Elle était tout aussi brève. « Je comprends. Je suis désolé de la déception. Mon fils est né le mois dernier. Il s'appelle Jean-Baptiste. Il ne saura jamais qu'il avait un oncle en Louisiane. » Pendant 24 ans, Christophe respecta cet accord. Anatole était venu l'accueillir, accompagné de son contremaître, un homme nommé Gaine, ainsi que de 3 de ses serviteurs de maison les plus dignes de confiance. Ce qui descendit de ce bateau fit régner un silence absolu parmi tous les présents. Jean-Baptiste Desvaux était, sans l'ombre d'un doute, le jeune homme le plus physiquement remarquable qu'aucun d'entre eux eût jamais vu. Il était grand, dépassant les 6 pieds, avec une silhouette élancée, presque aristocratique, qui suggérait des repas réguliers et l'absence totale de travail manuel. Ses cheveux noirs et ondulés étaient déportés un peu plus longs que la mode américaine ne le voulait, à la parisienne. Ses yeux étaient d'une nuance inhabituelle de vert doré, presque ambrés sous certains éclairages, bordés de longs cils sombres qui auraient fait l'envie de n'importe quelle femme. Ses traits étaient parfaitement symétriques. Pommettes hautes, nez droit, bouche qui semblait faite pour être peinte. Sa peau était pâle, non pas la pâleur rougeâtre des anglo-saxons américains, mais la pâleur lisse et uniforme de la porcelaine fine, avec juste une pointe de chaleur évoquant une ascendance méditerranéenne plutôt qu'africaine. Il aurait pu passer pour blanc dans n'importe quelle ville d'Amérique. En réalité, il paraissait plus européen qu'Anatole lui-même, plus raffiné, plus poli, comme quelque chose de soigneusement façonné plutôt que simplement né. Il était aussi, de toute évidence, le fils de son frère. La ressemblance avec Christophe au même âge était frappante. La même structure osseuse élégante, les mêmes mouvements gracieux, le même charisme naturel qui donnait envie de le regarder. Anatole ressentit une douleur de deuil inattendue en posant les yeux sur lui. Jean-Baptiste descendit la passerelle, portant une seule malle en cuir, visiblement coûteuse mais usée, le genre d'objet acheté 10 ans plus tôt, à une époque où l'argent était moins rare. Il portait un costume de voyage en laine sombre, bien taillé mais marqué par des réparations soignées. Une pièce cousue au coude, des boutons dépareillés, des revers déjà retournés une fois. Ses bottes étaient cirées mais fatiguées. Tout en lui évoquait une pauvreté distinguée, celle qui sauve les apparences tout en mourant discrètement de faim. Arrivé en bas de la passerelle, il posa sa malle et regarda Anatole droit dans les yeux. Pendant un instant, aucun des 2 hommes ne bougea. Ils s'observaient. Anatole voyait le fantôme de son frère. Jean-Baptiste voyait l'oncle qui avait condamné son père à l'exil 25 ans plus tôt. Puis Jean-Baptiste tendit la main. « Monsieur Deharou » dit-il en français parfait, d'une voix grave et cultivée. « Je suis Jean-Baptiste. Je vous remercie de m'avoir reçu. Je sais que cela doit être difficile pour vous. Cela l'est aussi pour moi. » Son ton était poli mais non servile, respectueux mais sans crainte. Il parlait comme un égal, ou comme quelqu'un qui avait été élevé dans la conviction qu'il était l'égal de tous, quelles que soient les circonstances. Anatole ne lui prit pas la main. Il observa longuement le jeune homme, le visage impénétrable. Il examina ses vêtements, sa posture,
son visage. Il chercha les signes de l'ascendance maternelle, les traits révélateurs qu'il aurait désignés comme de couleur, selon la loi louisianaise. Mais rien ne sautait aux yeux. Le jeune homme paraissait blanc, plus que blanc, aristocratique, comme sorti d'un tableau français. Cela le rendait précieux, cela le rendait aussi dangereux. « Suivez-moi », dit finalement Anatole en français. Il se retourna et se mit à marcher vers la maison principale, sans attendre de voir si Jean-Baptiste le suivait. Gaine, le contremaître, s'avança et saisit la malle sans un mot. Les 3 domestiques de la maison, 2 femmes et un homme, tous créoles à la peau claire, restèrent en retrait et observèrent Jean-Baptiste suivre Anatole le long du chemin. L'une des femmes, Marie-Claire, raconterait plus tard que le jeune homme marchait comme quelqu'un allant à son exécution. Calme, posé, mais pleinement conscient que quelque chose de terrible allait se produire. Ils ne se rendirent pas à la maison principale. Anatole conduisit Jean-Baptiste à une petite cabane située derrière celle-ci, l'un des bâtiments réservés aux domestiques de maison, trop précieux pour être logé avec les travailleurs des champs, mais pas assez digne de confiance pour dormir dans la grande demeure. La cabane était simple mais convenable. Une seule pièce avec un lit, une table, une chaise, une bassine et une petite cheminée. La chaleur d'avril rendait le foyer inutile, mais il serait apprécié en hiver, si Jean-Baptiste était encore là en hiver. « Voici vos quartiers », dit Anatole, toujours en français. « Je ferai porter de la nourriture et de l'eau. Nous parlerons demain matin de vos fonctions. Ne quittez pas cette cabane ce soir. Ne parlez à personne. Avez-vous compris ?» Jean-Baptiste regarda autour de lui, puis son oncle. « J'ai compris », répondit-il doucement. « Puis-je poser une question ?»« Non », dit Anatole. « Demain. » Il partit, emmenant Gaine avec lui, laissant Jean-Baptiste seul avec sa malle et ses pensées. Ce soir-là, Marie-Claire apporta de la nourriture, du riz, des haricots, un morceau de poulet, du pain. Elle frappa doucement, et lorsque Jean-Baptiste ouvrit la porte, elle lui tendit le plateau sans croiser son regard. « Merci », dit-il en français. Elle leva les yeux, surprise qu'il parle sa langue. « Vous êtes son neveu » demanda-t-elle, à voix basse, également en français. Jean-Baptiste hocha la tête. « Le frère de mon père. C'est-il pour votre mère » Jean-Baptiste sourit, mais sans la moindre trace d'humour. « Oui, il le sait. » Marie-Claire le fixa longuement, le visage indéchiffrable, puis murmura « Soyez prudent. Monsieur Desharous n'est pas un homme cruel, mais c'est un homme pratique. Et parfois, les hommes pratiques font des choses terribles parce qu'elles ont du sens sur le papier. » Elle partit avant qu'il puisse répondre. Jean-Baptiste resta sur le seuil, la regardant regagner la maison principale, et ressentit pour la première fois depuis son arrivée en Louisiane une véritable peur. Non pas la peur de la violence ou de la cruauté, mais celle de quelque chose de plus insidieux, devenir un problème à résoudre, une complication à éliminer, une chose plutôt qu'une personne. Il mangea parce qu'il avait faim. Il n'avait presque rien mangé durant le voyage depuis New York, puis s'assit à la petite table et sortit le contenu de sa malle. Quelques vêtements soigneusement pliés, plusieurs livres, dont un exemplaire usé des essais de Montaigne et une Bible française, un paquet de lettres de son père, nouées avec une ficelle, et surtout, un portefeuille en cuir contenant ses papiers, son acte de naissance parisien mentionnant ses parents, Christophe Desharous et Céleste Moreau, son acte de baptême de l'église Saint-Sulpice, son certificat de fin d'études du lycée, des lettres de recommandation de 2 de ses professeurs de la Sorbonne. Tout était en français, tout était officiel. Tout prouvait, sans le moindre doute, qu'il était bien celui qu'il prétendait être. Un homme libre, né libre, instruit, sans aucun lien avec l'esclavage. Il étala les documents sur la table et les observa longuement. Puis, mu par un instinct qu'il ne parvenait pas à nommer, il prit une feuille et commença à rédiger un inventaire détaillé de tout ce que contenait le portefeuille. Date, autorités émettrices, formulation exacte de chaque document. Il écrivait en français, d'une écriture minuscule et précise, remplissant 2 pages entières d'une documentation de sa propre documentation. Il plia ensuite l'inventaire et le glissa dans la reliure de Montaigne, où il resterait invisible à moins que quelqu'un ne le cherche délibérément. Il n'avait aucune raison de penser qu'il aurait besoin d'un tel relevé. Mais son père lui avait dit un jour « Dans ce monde, Jean-Baptiste, la seule chose qui te sépare du désastre, c'est le bon morceau de papier. Protège tes papiers comme ton âme, car à bien des égards, ils sont ton âme. » Jean-Baptiste s'endormit cette nuit-là tout habillé,
allongé sur la couverture mince, écoutant les sons inconnus de la nuit louisianaise. Les cigales, les grenouilles arboricoles, le chant lointain provenant des quartiers des travailleurs des champs et, en dessous de tout cela, le murmure constant du Mississippi, invisible dans l'obscurité, mais toujours présent, comme une conversation que l'on n'entend jamais tout à fait. Le lendemain matin, Anatole convoqua Jean-Baptiste dans son bureau à 8 heures. Le bureau était impressionnant. Des étagères du sol au plafond, remplies pour la plupart de registres plutôt que de littérature. Un immense bureau en cyprès de Louisiane, des fenêtres donnant sur les champs de canne à sucre, et au mur, des portraits des ancêtres des Haru remontant sur 3 générations. Jean-Baptiste se tint debout devant le bureau, tandis qu'Anatole restait assis derrière, la disposition même rendant le rapport de force indiscutable. « Vous avez vos papiers » demanda Anatole en français. « Oui, monsieur. Je vais devoir les examiner pour votre protection. Vous comprenez ? Il circule en Louisiane de nombreux documents frauduleux. Je veux m'assurer que les vôtres sont authentiques. » Jean-Baptiste hésita. Chaque instinct en lui criait que quelque chose n'allait pas, que remettre ses papiers revenait à remettre sa liberté. Mais il comprenait aussi qu'il n'avait pas le choix. Il n'avait nulle part où aller. Pas d'argent, aucun contact en Amérique. Son père était mourant, ou peut-être déjà mort, à New York. Il était seul dans un état où son apparence pouvait passer pour blanche, mais où son ascendance, elle, ne le pouvait absolument pas. Il retourna à sa cabane, récupéra le portefeuille et revint au bureau. Anatole passa 20 minutes à examiner chaque document, notant parfois quelque chose dans un petit carnet de cuir. Lorsqu'il eut terminé, il plaça les papiers dans le tiroir de son bureau et le verrouilla. « Ceux-ci semblent authentiques, » dit-il. « Je vais les conserver ici pour plus de sécurité. Maintenant, parlons de votre situation. » Il parlait lentement, avec précaution, comme s'il expliquait quelque chose à un enfant ou à quelqu'un incapable de saisir des réalités complexes. « Vous êtes le fils de mon frère, et je lui ai promis de subvenir à vos besoins. Cependant, vous devez comprendre les difficultés que crée votre présence. Votre mère était de couleur. Selon la loi de Louisiane, cela fait de vous une personne de couleur également, quelle que soit votre apparence ou votre lieu de naissance. Si je vous reconnaissais publiquement comme mon neveu, cela créerait des complications sociales impossibles. Mes filles sont mariées à des familles éminentes. Ma position dans cette communauté repose sur la réputation et des relations soigneusement entretenues. Je ne peux pas risquer tout cela. » Jean-Baptiste ne dit rien, mais ses mains, croisées derrière son dos, se crispèrent jusqu'à blanchir les jointures. « Cependant, » poursuivit Anatole, « je ne suis pas dépourvu de compassion. Je suis prêt à vous fournir un abri, de la nourriture et un travail approprié ici, à Rivière-aux-Cannes. Vous serez mon secrétaire personnel. Vous gérerez ma correspondance commerciale, en particulier tout ce qui nécessite des traductions ou des échanges avec des marchands français. Vous tiendrez certains registres. Vous logerez dans la cabane où vous avez passé la nuit dernière. En échange, vous ne parlerez ni de votre père, ni de votre séjour à Paris, ni de vos documents. Aux yeux de tous, vous êtes simplement Jean-Baptiste, un esclave à la peau claire que j'ai acquis lors d'une vente privée. Comprenez-vous ? Le mot esclave resta suspendu dans l'air comme de la fumée. Jean-Baptiste sentit quelque chose se déplacer en lui. Pas se briser, mais se plier, se déformer sous la pression. « Je comprends que vous me demandez de prétendre être esclave, » dit-il avec soin, malgré le fait que je possède des documents légaux prouvant que je suis libre. « Je vous demande d'être pratique, » répondit Anatole. « Vous êtes en Louisiane, pas à Paris. Les papiers français ont peu de valeur ici. Sans ma protection, vous seriez vulnérable aux interrogatoires, à une détention éventuelle, voire à l'asservissement par quelqu'un de moins scrupuleux que moi. De nombreuses personnes libres de couleur ont été réduites en esclavage parce qu'elles ne pouvaient pas prouver leur statut aux autorités américaines. Je vous offre la sécurité en vous faisant mon esclave, en vous permettant de vivre comme si vous étiez asservi, tout en sachant que vous ne l'êtes pas. C'est une mise en scène inconfortable, je vous l'accorde, mais temporaire. Avec le temps, je pourrais peut-être trouver d'autres solutions. Une installation dans le Nord, ou même un retour en France, une fois que mes filles seront solidement établies et que les complications sociales auront diminué. Mais pour l'instant, c'est tout ce que je peux offrir. » Jean-Baptiste regarda son oncle longuement. Il comprenait sans doute mieux qu'Anatole ne le pensait ce qui était réellement en train de se produire. Ce n'était pas de la protection, c'était de l'effacement. Transformer un neveu embarrassant en atout commode. Faire disparaître le jeune homme, non pas physiquement, mais légalement, socialement, dans tout ce qui comptait.
Et si je refuse? Demanda Jean-Baptiste à voix basse. Alors je ne peux pas vous aider, répondit Anatole, tout aussi doucement, mais de façon définitive. Je vous rendrai vos papiers et vous fournirez assez d'argent pour rejoindre la Nouvelle-Orléans. Après cela, vous serez seul, dans un état où votre apparence suscitera des questions auxquelles vous ne pourrez pas répondre. Vous parlez très peu anglais. Vous n'avez ni argent, ni relations, ni famille. Où irez-vous? Que ferez-vous? Il avait raison, et ils le savaient tous les deux. Jean-Baptiste pouvait refuser, partir, tenter sa chance en Louisiane ou fuir vers le nord. Mais ses chances de réussite étaient minces, et ses chances de survie encore plus faibles. Il avait déjà vu en si peu de temps à quelle vitesse le soupçon s'attachait à ceux dont l'identité semblait ambiguë, à ceux qui ne rentraient pas proprement dans les catégories rigides de cet endroit. En théorie, ses papiers français pouvaient le protéger. En pratique, ils pouvaient tout aussi bien le faire arrêter, interroger, enquêter, et personne ne pouvait prévoir ce qui arriverait ensuite. « Je comprends », dit enfin Jean-Baptiste, les mots ayant le goût de la cendre. « Quand dois-je commencer ?»« Aujourd'hui », répondit Anatole. Il sortit un registre et l'ouvrit à une page vierge. « Mais d'abord, nous devons établir officiellement votre statut. » Il se mit à écrire, parlant à voix haute, « Acquis le 3 avril 1852. Un homme, 23 ans. Nom, Jean-Baptiste, sans nom de famille. Peau claire, instruit, apte au service domestique. Vente privée, aucun acte de vente disponible. Valeur estimée, 2000 $. Il leva les yeux vers Jean-Baptiste. « Maintenant, vous existez dans mes registres, et votre présence ici est expliquée. Vos papiers sont en sécurité dans mon bureau. La pension mensuelle de votre père continuera d'être versée à la banque parisienne jusqu'à son décès, moment où elle cessera. Vous travaillerez comme mon secrétaire, et, en échange, vous aurez nourriture, logement et protection. C'est, je crois, le meilleur arrangement que l'un comme l'autre puisse espérer dans les circonstances. » Jean-Baptiste sentit quelque chose se déplacer à nouveau en lui, quelque chose de fondamental, se brisant, ou peut-être se consumant. Il savait intellectuellement que son oncle avait ce pouvoir. Mais savoir et vivre étaient deux choses différentes. Debout dans ce bureau, regardant Anatole le transformer d'un être humain en propriété par quelques traits de plume, Jean-Baptiste comprit qu'il venait d'entrer dans un autre monde. Un monde où les documents enfermés dans ce tiroir verrouillé ne signifiaient rien face aux documents qu'Anatole venait de créer. « Puis-je poser une question, monsieur ?» demanda Jean-Baptiste, la voix soigneusement neutre. « Bien sûr. Aviez-vous réellement l'intention de m'aider, ou était-ce votre plan dès le moment où vous avez reçu la lettre de mon père ?» Anatole le regarda longuement, et quelque chose qui ressemblait à du regret traversa son visage. Ou peut-être était-ce simplement la lumière du matin qui changeait. « J'avais l'intention de faire ce qui était pratique pour nous deux, » dit-il finalement. « Maintenant, laissez-moi vous montrer où vous travaillerez. » Pendant 5 semaines, l'arrangement fonctionna exactement comme Anatole l'avait prévu. Jean-Baptiste servit de secrétaire, travaillant dans un petit bureau attenant à celui d'Anatole. Il traduisait la correspondance commerciale, lettres de négociants en vin français, d'importateurs de soie, de banques françaises. Il tenait certains registres sensibles qu'Anatole préférait conserver en français, sachant que la plupart des Américains, y compris son propre contremaître, ne pouvaient pas les lire. Il conseillait même Anatole sur certains investissements, sa formation à la Sorbonne se révélant précieuse pour analyser des montages financiers complexes. Il était brillant dans ce travail, ce qui n'aurait dû surprendre personne connaissant son éducation, mais qui, d'une manière ou d'une autre, surprenait quand même. Anatole se surprit à consulter Jean-Baptiste sur des sujets allant bien au-delà de la simple traduction. Conditions contractuelles, fiabilité de certains partenaires commerciaux, impact probable des évolutions politiques européennes sur les marchés américains. Jean-Baptiste répondait avec prudence et précision, offrant des analyses sans présomption, montrant qu'il comprenait parfaitement sa position, tout en démontrant des capacités largement supérieures à ce que cette position aurait dû impliquer. Les autres personnes asservies de Rivière-aux-Cannes ne savaient que penser de lui. Il avait l'apparence d'un homme blanc, mais vivait dans les cabanes. Il parlait français, mais travaillait comme secrétaire. Il était instruit, mais esclave. Il existait dans une catégorie qui n'avait aucun sens clair et qui mettait tout le monde mal à l'aise. Certains domestiques, Marie-Claire, Thomas le palefrenier, une femme plus âgée nommée Huénie qui dirigeait la cuisine, se montrèrent bienveillants à son égard par de petits gestes, lui apporter un supplément de nourriture,
le prévenir quand Anatole était d'une humeur particulièrement exécrable, lui enseigner les règles tacites de la vie de plantation. D'autres l'évitaient, méfiants envers quiconque occupait une position aussi ambiguë. Jean-Baptiste naviguait prudemment dans cet espace, acceptant la gentillesse quand elle lui était offerte, sans jamais en abuser. Il restait la plupart du temps seul, passant ses soirées dans sa cabane à lire les livres qu'il avait apportés de Paris. Il écrivait des lettres à son père à New York, bien qu'il sût que celui-ci était probablement déjà mort. Des lettres en français, soigneusement rédigées, qui disaient tout et rien à la fois. Je suis en sécurité. Je travaille comme secrétaire. Mon oncle Anatole a été généreux à sa manière. Ne t'inquiète pas pour moi. J'espère que tu es confortable et que tu ne souffres pas. Je pense à toi toujours. Il n'envoyait jamais ses lettres. Il les pliait simplement et les conservait dans sa malle, comme des prières qui n'ont pas besoin d'atteindre leur destination pour accomplir leur fonction. Mais Anatole avait commis une erreur critique. Il avait supposé que la beauté et l'éducation de Jean-Baptiste resteraient un atout privé, quelque chose qu'il pourrait exploiter discrètement à l'intérieur des limites de la plantation. Il n'avait pas anticipé ce qui se produirait lorsqu'il emmènerait Jean-Baptiste à la Nouvelle-Orléans. Le voyage eut lieu le 7 mai, un mercredi. Anatole devait rencontrer plusieurs partenaires commerciaux afin de finaliser les arrangements pour la prochaine récolte de sucre. Il décida, de manière quelque peu impulsive, d'emmener Jean-Baptiste avec lui. Le jeune homme pourrait prendre des notes, traduire si nécessaire, et démontrer la sophistication cosmopolite d'Anatole. « Regardez, j'ai un secrétaire qui parle 4 langues. » Ils voyagèrent en bateau à vapeur et arrivèrent sur les quais de la Nouvelle-Orléans à 10 heures du matin. La ville était à son apogée. La levée grouillait de navires venus du monde entier. Les rues étaient envahies de marchands, d'esclaves, de personnes libres de couleur, de touristes, d'escrocs, et de tous ceux qui faisaient de la Nouvelle-Orléans la ville la plus complexe et la plus contradictoire d'Amérique. Anatole avait organisé des rendez-vous dans son club et dans 2 demeures privées, chacun impliquant des discussions de contrats, de prix et d'arrangements pour le transport. Jean-Baptiste l'accompagnait à chacun d'eux, restant discrètement en retrait, prenant des notes lorsqu'on le lui demandait, traduisant parfois une phrase du français vers l'anglais ou inversement. Partout où ils allaient, la réaction était la même. On le dévisageait, pas exactement avec impolitesse, mais de façon indéniable. Les femmes trouvèrent des prétextes pour passer près de l'endroit où se tenait Jean-Baptiste. Les hommes l'examinaient d'un regard évaluateur, celui qu'on réservait habituellement aux chevaux ou aux meubles coûteux. Les conversations s'interrompaient à son entrée dans une pièce, non parce qu'il avait fait quoi que ce soit pour les troubler, mais simplement parce que sa présence était saisissante. Lors de la 3e rencontre, tenue dans l'élégante demeure d'un commissionnaire nommé Philippe Larure, l'épouse de l'hôte, Madame Larure, une femme d'environ 40 ans, aux yeux perçants et à l'esprit plus acéré encore, s'approcha d'Anatole pendant une pause dans les négociations. « Monsieur Desharous, dit-elle en français, j'espère que vous me pardonnerez ma franchise, mais je dois savoir, ce jeune homme qui vous accompagne est-il votre propriété ?» Anatole, qui s'attendait à cette question depuis le matin, hocha la tête. « Une acquisition récente. Il me sert de secrétaire. Il est remarquable, » répondit Madame Larure sans détour. « Je n'ai jamais vu un esclave d'une telle apparence. Où l'avez-vous acquis ? Une vente privée, » répondit Anatole vaguement. « Une succession à bâton rouge. Envisageriez-vous des offres ? » intervint une autre femme. C'était Madame Hélène Fournier, une veuve propriétaire d'une pension à la mode dans le Garden District, connue pour entretenir un vaste personnel de maison à la peau claire. Je paierais très cher pour quelqu'un de ses qualités. Anatole éluda la question, affirmant que Jean-Baptiste lui était trop utile pour s'en séparer. Mais cette simple phrase « Envisageriez-vous des offres ?» se ficha dans son esprit comme une écharde. Tout au long du trajet de retour vers Rivière-aux-Cannes ce soir-là, il y pensa. Combien quelqu'un serait-il prêt à payer pour Jean-Baptiste? Pas seulement pour ses compétences, considérables, mais pour le spectacle même de le posséder, pour le prestige et le statut qu'apportait la possession d'un individu aussi singulier. Cette nuit-là, après que Jean-Baptiste fut retourné dans sa cabane, Anatole s'assit dans son bureau et fit des calculs. Il avait estimé la valeur de Jean-Baptiste à 2000 $, ce qui était déjà élevé pour un domestique. Mais au vu des réactions de la journée, il pourrait le vendre bien plus cher. 3000 $, peut-être même 4000. Plus il y réfléchissait, plus cela lui semblait logique. La présence de Jean-Baptiste à Rivière-aux-Cannes devenait une complication. Le jeune homme était trop distinctif,
trop mémorable. Son éducation et son maintien mettaient les autres esclaves mal à l'aise et incitèrent les visiteurs à poser des questions. Tôt ou tard, quelqu'un fouillerait trop profondément, s'interrogerait sur ce secrétaire remarquable qui ressemblait davantage à un aristocrate français qu'à un esclave, reconnaîtrait peut-être quelque chose dans ses traits, une ressemblance avec Christophe, un indice d'ascendance d'Éharou. Mieux valait le vendre publiquement, dans un lieu où sa valeur extraordinaire serait à la fois évidente et légale, où la vente serait documentée et incontestable, et où Jean-Baptiste disparaîtrait dans la maison d'une famille riche, pour ne plus jamais être revu. L'hôtel Saint-Louis organisait des ventes d'esclaves tous les jours, sauf le dimanche. C'étaient des événements professionnels, bien organisés, fréquentés par l'élite de la ville. Vendre Jean-Baptiste là-bas serait non seulement rentable, mais prestigieux, le genre de transaction dont on parlerait dans les cercles influents et qui renforcerait la réputation d'Anatole comme homme ayant accès à des marchandises exceptionnelles. Le 8 mai, il commença à faire les arrangements nécessaires. Jean-Baptiste apprit la nouvelle de la vente le 10 mai, un dimanche après-midi. Il était dans sa cabane, en train de lire Montaigne, lorsqu'Anatole arriva avec Gaine et l'un des domestiques masculins. La présence de 3 hommes lui fit immédiatement comprendre que quelque chose avait changé. « J'ai décidé de te vendre », dit Anatole sans préambule, en français. « Il y a une vente aux enchères à l'hôtel Saint-Louis le 14 mai. Tu y seras présenté. » Jean-Baptiste se leva lentement, le livre lui échappant des mains. « Vous m'avez donné votre parole que c'était temporaire, que vous m'aideriez à quitter la Louisiane un jour. »« Et je le ferai, » répondit Anatole d'un ton lisse, « en te vendant à une bonne famille de la Nouvelle-Orléans. Tu y seras bien plus à l'aise qu'ici, travaillant à l'intérieur, en ville, avec accès à la culture et à la société. C'est, à bien des égards, une amélioration. »« Je ne suis pas un esclave à vendre, » dit Jean-Baptiste, la voix légèrement tremblante. « Je suis le fils de votre frère. J'ai des papiers prouvant que je suis libre. Tu as des papiers que je garde en sécurité, » corrigea Anatole. « Et tu oublies que ta situation est plus complexe qu'une simple question de documents. Le statut de ta mère affecte le tien. La loi de Louisiane est très claire à ce sujet. Ma mère était libre, » répliqua Jean-Baptiste, la voix montant. « Elle a épousé mon père légalement à Paris. Je suis né libre. Les documents le prouvent. Ta mère était de couleur, » dit Anatole froidement. « Quel que fût son statut légal en France, en Louisiane cela fait de toi une personne de couleur. Et sans document prouvant sa liberté, document que tu n'as pas, ta propre liberté est contestable. En réalité, je te protège en maintenant la fiction selon laquelle tu es ma propriété. Sinon, n'importe qui pourrait revendiquer ton statut. Au moins ainsi, tu appartiendras à quelqu'un de respectable. » C'était une logique tordue, mais appuyée par le poids du droit louisianais. Jean-Baptiste comprit que son oncle avait raison sur un point. Ses papiers français, sans documents américains correspondants, étaient vulnérables à toute contestation. Et dans un conflit juridique, la parole d'Anatole, planteur blanc respecté, l'emporterait sur celle de Jean-Baptiste, personne de couleur au statut douteux. « Je vous en prie, » murmura Jean-Baptiste. « Ne faites pas cela. Mon père vous faisait confiance. Il vous a demandé de me protéger. »« Et je le fais, » répondit Anatole. « Maintenant, soit tu coopères, soit je te ferai attacher et transporter de force. Le choix t'appartient. » Jean-Baptiste regarda les 3 hommes debout dans sa cabane et comprit que toute résistance était vaine. Il était seul face à toute la machine d'Anatole. S'il se battait, il perdrait. S'il fuyait, il serait repris. La plantation était isolée, entourée d'eau et de marécages, surveillée par des hommes armés et des chiens. Il n'y avait nulle part où aller. « Je coopérerai, » dit-il enfin. « Bien, » répondit Anatole. « Nous partons pour la Nouvelle-Orléans le 13 mai. Je te conseille de te reposer et de te préparer. Cette vente déterminera ton avenir. Je te recommande de bien te présenter. » Ils partirent en verrouillant la porte de la cabane de l'extérieur. Jean-Baptiste entendit la clé tourner, les pas s'éloigner, puis il se retrouva seul dans la pièce verrouillée, avec la certitude que dans 4 jours, il se tiendrait sur un estrade d'enchères, vendu comme un meuble ou du bétail. Il s'assit sur le bord du lit, tremblant, non pas exactement de peur, mais d'une rage si intense qu'elle l'effrayait. Il voulait détruire quelque chose, crier, se battre. Mais il n'y avait rien à détruire, personne pour entendre ses cris, et aucun ennemi à affronter, sinon les murs de sa prison. Alors il fit la seule chose qui lui vint à l'esprit. Il prit une feuille de papier et se mit à écrire. Pendant 3 heures, il documenta tout ce qui s'était passé depuis son arrivée en Louisiane.
Son accueil à la plantation, la conversation dans le bureau d'Anatole, la confiscation de ses papiers, l'inscription dans le registre de la plantation le classant comme propriété, le voyage à la Nouvelle-Orléans, la décision de le vendre. Il écrivit en français juridique précis, un langage dont le sens ne pouvait prêter à confusion. Il écrivit en sachant que la lettre pourrait ne jamais parvenir à destination, mais aussi qu'il devait essayer, qu'il devait créer une trace de son existence en tant que personne, et non comme simple bien. Lorsqu'il eut terminé, il adressa la lettre au consulat de France à la Nouvelle-Orléans. Il ignorait s'il l'aiderait, s'il le pouvait, ou même s'il se soucierait du sort d'un citoyen à moitié français, vendu comme esclave en Louisiane. Mais c'était la seule autorité à laquelle il pouvait penser, susceptible d'avoir compétence et de le voir autrement que comme une marchandise. Il plia soigneusement la lettre et la cacha dans la reliure de son Montaigne, au même endroit où il avait dissimulé l'inventaire de ses papiers. Puis, il s'allongea sur le lit et fixa le plafond, pensant à son père, probablement déjà mort, qui avait fait confiance à son frère pour protéger son fils, et qui était mort en croyant que cette confiance avait été honorée. Le lendemain matin, la cabane fut déverrouillée. Gaines lui apporta de la nourriture et lui dit qu'il pouvait circuler librement dans l'enceinte de la plantation, mais sans la quitter. Jean-Baptiste passa la journée dans une sorte d'état second, marchant le long des limites du domaine, mémorisant chaque détail, les champs de canne à sucre s'étendant à l'horizon, les quartiers où vivaient 200 personnes en servitude, la maison principale, où Anatole calculait ses profits, le fleuve qui coulait sans fin, indifférent à tout ce qui se jouait sur ses rives. Le 12 mai, Thomas le trouva près des écuries et s'approcha avec prudence. « J'ai entendu ce qui se passe », dit Thomas en français, à voix basse. « Je suis désolé. » Jean-Baptiste leva les yeux vers lui, cet homme qui lui avait montré de la bonté sans autre raison qu'une simple décence humaine. « Feriez-vous quelque chose pour moi » demanda-t-il doucement. « Si je le peux. » Jean-Baptiste retourna à sa cabane, récupéra la lettre et la plaça dans les mains de Thomas. Après la vente aux enchères, pas avant. Après. Porte ceci au consulat de France, rue Chartres. Remets-la à n'importe qui là-bas et dis que c'est urgent. Peux-tu faire cela? Thomas regarda la lettre, puis Jean-Baptiste. Tu penses que ça aidera? Je ne sais pas, admit Jean-Baptiste. Probablement pas, mais je dois essayer quelque chose. Thomas hocha la tête et glissa la lettre sous sa chemise. Je le ferai, le lendemain de la vente. Pourquoi m'aides-tu? Demanda Jean-Baptiste. Thomas sourit, un sourire triste, chargé d'une compréhension qui allait au-delà des mots. Parce que parfois, faire ce qui est juste est tout ce qu'il nous reste, même quand ça ne change rien. Le 13 mai, Anatole, Gaines et Jean-Baptiste partirent pour la Nouvelle-Orléans en bateau à vapeur. Ils arrivèrent en soirée et logèrent à l'hôtel Saint-Louis lui-même, bien que Jean-Baptiste ne fût pas installé dans une chambre d'hôte, mais dans une pièce sécurisée du rez-de-chaussée, là où l'on gardait les biens de valeur avant leur vente. La pièce contenait un lit, une bassine et des fenêtres grillagées. Elle était propre et relativement confortable, mais c'était indéniablement une cellule. Cette nuit-là, Jean-Baptiste ne dormit pas. Assis au bord du lit, il repensa à tout ce qui l'avait conduit à cet instant, retraçant la chaîne de décisions et de circonstances qui l'avaient transformé d'un homme libre à Paris en propriété à la Nouvelle-Orléans. Il pensa à sa mère, morte du choléra 4 ans plus tôt, qui ne lui avait jamais beaucoup parlé de ses origines, sinon qu'elle était seule à Paris lorsqu'elle avait rencontré Christophe, qu'elle était tombée amoureuse de son charme et de son insouciance, et qu'elle n'avait jamais regretté de l'avoir épousé, même si cela lui avait coûté ce qui lui restait de famille. Il pensa à son père, mourant ou déjà mort à New York, qui avait vécu 25 ans en exil, plutôt que d'abandonner sa femme et son fils. Il pensa à Anatole, qui avait pris ce même fils et l'avait transformé en marchandise. Et il prit une décision qui le sauverait ou le détruirait, mais qui, à cet instant, lui semblait être la seule possible. S'il devait être vendu, il ne le serait pas en silence. Le matin du 14 mai 1852 se leva sous un ciel clair et une chaleur étouffante. Dès 9 heures, la rotonde de l'hôtel Saint-Louis était déjà bondée d'acheteurs, de spectateurs et de curieux. Le bloc d'enchères de l'hôtel, situé au centre de la magnifique rotonde sous un dôme vertigineux, était une estrade de marbre surélevé qui avait vu passer, au fil des années, des milliers de ventes, meubles, bijoux, biens immobiliers et êtres humains. Anatole arriva tôt, accompagné de Gaines et de Jean-Baptiste.
Il avait soigneusement choisi la tenue de Jean-Baptiste pour l'occasion. Une chemise de lin blanc mettant en valeur sa peau pâle, un pantalon sombre suggérant l'élégance, des bottes soigneusement cirées. Ses cheveux avaient été taillés et coiffés en arrière. Il ne portait aucun bijou, rien qui détourne l'attention du spectacle qu'il représentait. Lorsqu'ils pénétrèrent dans la rotonde à 10 heures, la réaction fut immédiate et électrique. Les conversations s'interrompirent en plein milieu des phrases. Les femmes se retournèrent et le dévisagèrent sans détour. Les hommes se penchèrent en avant, évaluant. Le commissaire-priseur, un professionnel nommé Perrault, qui avait conduit des milliers de ventes, suspendit même un instant ses préparatifs en apercevant Jean-Baptiste, son sang-froid habituel momentanément ébranlé. La rumeur s'était répandue parmi l'élite de la ville. Quelque chose d'extraordinaire était proposé ce jour-là. Les annonces qu'Anatole avait fait paraître dans les journaux étaient volontairement vagues mais alléchantes. Offres rares, hommes, domestiques aux qualités exceptionnelles, instruits, multilingues, destinés aux maisons les plus distinguées. Ceux qui comprenaient le langage codé de ces annonces étaient devenus prêts à dépenser des sommes considérables. À 10h30, la vente commença. Perrault se plaça au pupitre et balaya la foule du regard. « Mesdames et messieurs, dit-il en anglais, puis répéta en français, « Nous avons aujourd'hui une offre d'une qualité singulière, propriété de monsieur Anatole Desharous, de la plantation Rivière-aux-Cannes. Ce jeune homme représente ce qui se fait de mieux sur notre marché en matière de services domestiques. » Jean-Baptiste fut conduit sur l'estrade par Gaine. Il marcha d'un pas sûr, le visage parfaitement maîtrisé, ne laissant rien transparaître de ce qu'il ressentait. Arrivé au centre de la plateforme de marbre, il s'immobilisa, les mains le long du corps, le regard fixé sur un point indéfini. L'effet fut dévastateur. Sous la lumière vive filtrant à travers le dôme, Jean-Baptiste paraissait presque irréel. Sa peau pâle était lumineuse. Ses yeux ambrés captaient la lumière. Ses traits aristocratiques étaient parfaits sous tous les angles. Il était beau d'une beauté qui mettait mal à l'aise, parce qu'elle bouleversait toutes les catégories auxquelles on se raccrochait pour comprendre le monde. Il paraissait blanc, mais se tenait sur un bloc d'enchères. Il semblait riche, mais portait des vêtements simples d'esclave. Il avait l'air instruit, mais était vendu comme du bétail. Perrault commença la description. Âge, 23 ans. Parle couramment le français, l'anglais, l'italien et le latin. Sait lire et écrire dans toutes ces langues. Expérience en secrétariat, correspondance, tenue de livres. Tempérament doux, convient aux foyers les plus raffinés. Certificat de santé excellent. Mise à prix, 2000 $. Les enchères débutèrent aussitôt. Un homme au premier rang leva la main. 2200. Avant même que Perrault n'ait le temps de l'enregistrer, une autre voix lança 2500. 3000. La foule était désormais galvanisée, portée par sa propre énergie. Ce n'était plus un simple achat. C'était une compétition, une démonstration publique de richesse et de goût. Posséder Jean-Baptiste, c'était posséder quelque chose d'exceptionnel, quelque chose qui élevait le statut de son propriétaire par simple association. 3500, lança une voix féminine. C'était Madame Hélène Fournier, assise près de l'avant, les yeux rivés sur Jean-Baptiste avec une intensité presque prédatrice. 4000, répondit Philippe Larurier, le commissionnaire dont l'épouse avait la première posé des questions sur Jean-Baptiste. Anatole se tenait en retrait, observant la montée des enchères, et sentit une vague de satisfaction. Il avait eu raison. Jean-Baptiste était d'une valeur extraordinaire, et cette vente ferait parler d'elle pendant des années. Les enchères continuèrent. 4500, 5000, 5500. À chaque hausse, la foule devenait plus animée, plus investie. C'était du théâtre, une mise en scène publique du pouvoir et du désir. À 6000 $, la plupart des enchérisseurs se retirèrent. À 7000, il ne resta plus que Madame Fournier et Monsieur Larurier, leurs offres devenant manifestement personnelles, chacun refusant de laisser l'autre l'emporter. 7500, déclara Madame Fournier avec fermeté. 8000, répliqua aussitôt Larurier. 8500, 9000. La foule était maintenant silencieuse, captivée. Jamais une telle somme n'avait été proposée pour un seul domestique. Les enchères avaient quitté le domaine des affaires pour entrer dans quelque chose de plus émotionnel, de plus irrationnel. Jean-Baptiste demeurait parfaitement immobile, le visage impassible. Mais à l'intérieur, quelque chose se construisait. Pas la panique, pas la peur. Une détermination froide et lucide. Il avait pris sa décision durant la nuit sans sommeil.
À présent, il attendait simplement le bon moment. À 10 000 $, Madame Fournier hésita. La somme était stupéfiante, plus que ce que de nombreux propriétaires de plantations gagnaient en une année de travail. Sentant son hésitation, Perrault se tourna vers Larurier. « Ai-je 10 500 ?» Larurier hocha la tête. « 10 500. » Perrault se tourna de nouveau vers Madame Fournier. « Madame, suivez-vous » Elle regarda Jean-Baptiste une dernière fois, l'expression indéchiffrable. Puis, elle déclara clairement « 11 000 $. » Un souffle collectif parcourut la foule. 11 000 $ pour un seul esclave était du jamais vu. Même les artisans les plus qualifiés se vendaient rarement au-delà de 3 000. C'était l'histoire qui s'écrivait sous leurs yeux. Un record appelé à durer des années. Perrault regarda Larurier. « Monsieur, surenchérissez-vous » Larurier hésita. 11 000 $ relevèrent de la folie, un prix défiant toute logique économique. Mais il ne pouvait pas non plus supporter de perdre, de laisser Madame Fournier remporter cette compétition publique. Avant même qu'il n'ait le temps de répondre, Jean-Baptiste parla. 3 mots, en français, à peine assez forts pour dépasser les premiers rangs. « Je suis libre ». L'effet fut immédiat et total. Plusieurs personnes eurent un souffle audible, d'autres parurent déconcertées. Avait-on bien entendu? Le visage d'Anatole devint livide, puis se colora d'un rouge furieux. Gaines s'avança vers l'estrade, mais Perrault leva la main pour l'arrêter. Le commissaire-priseur regarda Jean-Baptiste, puis Anatole, puis de nouveau Jean-Baptiste. Son assurance professionnelle avait disparu, remplacée par une véritable incertitude. En 30 ans de vente, jamais un esclave n'avait revendiqué sa liberté depuis le bloc d'enchères. « Silence !» lança Perrault sèchement. « Vous n'êtes pas autorisé à parler. » Jean-Baptiste tourna ses yeux ambrés directement vers lui. Lorsqu'il reprit la parole, sa voix était plus claire, plus forte, résonnant parfaitement dans la rotonde soudain muette. « Je m'appelle Jean-Baptiste Devoux. Je suis le fils de Christophe Desharous et le neveu d'Anatole Devoux. Je suis né libre à Paris, en France, le 12 mars 1829. Je suis citoyen français et je possède une documentation complète attestant de ma naissance et de mon statut libre. Je suis arrivé en Louisiane le 3 avril de cette année à l'invitation de mon oncle. À mon arrivée, il a confisqué mes papiers légaux et m'a frauduleusement inscrit dans les registres de sa plantation comme esclave. Selon le droit français et le droit louisianais, je ne peux pas être légalement réduit en esclavage. Je suis libre. Cette vente est une fraude, et tous ceux qui y participent, y compris le commissaire-priseur et les enchérisseurs, se rendent complices d'un acte illégal. Le silence qui suivit fut absolu, étouffant. Pendant quelques secondes, personne ne bougea, personne ne respira. La rotonde semblait vide, hormis les mots de Jean-Baptiste résonnant sous le dôme. Puis le chaos éclata. Anatole se précipita vers l'estrade, criant en français rapide que Jean-Baptiste était délirant, qu'il était le fils d'une esclave, et qu'on lui avait offert une éducation par indulgence. Perrault recula du pupitre, manifestement incertain de sa position juridique. Plusieurs hommes dans la foule commencèrent à s'emporter, certains exigeant l'arrêt immédiat de la vente jusqu'à enquête, d'autres affirmant que le témoignage d'un esclave ne valait rien et que l'enchère devait continuer. Madame Fournier était devenue très pâle et parlait avec urgence à l'homme assis à côté d'elle, manifestement son avocat. Larurier exigeait de voir des documents, n'importe quel document permettant d'éclaircir la situation. Au milieu de ce tumulte, quelque chose de remarquable se produisit. Un homme grand et mince, vêtu de noir, se fraya un chemin jusqu'à l'estrade. Il se présenta comme François Mercier, assistant du consulat de France, et remit un document plié à Perrault. Sa voix, marquée par l'accent parisien, perça le brouhaha. Le consulat de France a reçu des documents concernant M. Jean-Baptiste Desharous. Nous confirmons son enregistrement de naissance à Paris en 1829, son baptême à l'église Saint-Sulpice et son statut de citoyen français. Nous avons endossié son acte de naissance mentionnant ses parents, Christophe Desharous, citoyen français, et Céleste Moreau, femme de couleur libre résidant à Paris. En vertu du droit français, il est libre. Nous demandons la suspension immédiate de cette vente dans l'attente d'un examen juridique complet. L'effet fut explosif. Perrault regarda le document, puis Anatole, puis Jean-Baptiste, calculant visiblement sa propre responsabilité. Si Jean-Baptiste était réellement libre et que la vente se poursuivait, tous les participants s'exposaient à des poursuites. Mais si Jean-Baptiste ne l'était pas et que la vente était interrompue, Anatole et les enchérisseurs pourraient se plaindre. Anatole, se remettant de son choc initial, sortit des papiers de sa veste.
les documents confisqués de Jean-Baptiste. « Ce sont des faux !» cria-t-il, la voix serrée de colère. « J'ai la preuve que ce garçon est le fils de l'une de mes esclaves, une femme nommée Céleste, morte sur ma plantation en 1848. On lui a raconté des mensonges sur ses origines, et il y a cru. Je comptais le vendre à une bonne famille de la Nouvelle-Orléans, où il aurait été détrompé de ses illusions. Cette interruption est une tentative délibérée de frauder la vente. Il avait tout prévu. Jean-Baptiste le comprit avec une clarté écœurante. Anatole avait anticipé la possibilité qu'il parle, qu'il revendique sa liberté, et avait préparé un récit alternatif. L'esclave nommée Céleste à Rivière-aux-Cannes, opportunément morte 4 ans plus tôt, lui offrait une dénégation plausible. Qui pouvait prouver que la Céleste parisienne et la Céleste esclave n'étaient pas la même personne? Mais Mercier n'en avait pas terminé. Il sortit un second document. « Nous avons également reçu une lettre, dit-il, la voix ferme, écrite par M. Jean-Baptiste et remise à notre bureau ce matin. Elle décrit les circonstances de son arrivée en Louisiane, la confiscation de ses papiers et son asservissement frauduleux. Cette lettre démontre une connaissance du droit français, de la littérature française et de la société française conforme à l'éducation qu'il revendique. Des copies ont été transmises au procureur général de Louisiane et aux autorités fédérales. Cette affaire fait désormais l'objet d'une enquête officielle. » Anatole se figea complètement. Une lettre. Si les autorités officielles étaient impliquées, la vente ne pouvait plus avoir lieu, quel que soit le statut réel de Jean-Baptiste. Même si Anatole avait raison et que Jean-Baptiste pouvait légalement être asservi, procéder maintenant exposerait Anatole à une enquête capable de ruiner sa réputation et ses affaires. Perrault prit la seule décision possible. Il frappa 2 fois de son marteau, le son sec, tranchant le brouhaha confus. Cette vente est suspendue dans l'attente d'un examen juridique. Il marqua une pause, conscient que le mot n'était peut-être plus approprié. L'individu concerné sera retiré de l'estrade et placé en détention sécurisée jusqu'à résolution de l'affaire. Toutes les enchères sont annulées. Cette vente n'aura pas lieu aujourd'hui. Gaine s'avança vers Jean-Baptiste, mais Mercier l'intercepta. Il sera placé sous la garde des autorités municipales, pas de M. Desharous. Il y a un conflit d'intérêts évident à le laisser sous la garde de son oncle pendant l'enquête. 2 agents municipaux, manifestement venus avec Mercier, s'approchèrent. Ils ne menottèrent pas Jean-Baptiste. Détail révélateur. Ils n'étaient pas certains qu'il fût esclave, et devèrent donc le traiter comme potentiellement libre. Ils l'escortèrent simplement hors de l'estrade vers une porte latérale, loin de la foule. En passant près d'Anatole, leurs regards se croisèrent. L'expression de son oncle mêlait rage, trahison, et quelque chose qui ressemblait à un respect contraint. Jean-Baptiste ne dit rien. Il n'y avait rien à ajouter. Tout ce qui devait être dit l'avait été devant des centaines de témoins, sous le dôme de l'hôtel Saint-Louis. Jean-Baptiste fut conduit dans une pièce sécurisée du Cabildo, le bâtiment abritant les bureaux municipaux et les cellules de détention. La pièce n'était ni une cellule, ni une chambre d'hôte, mais quelque chose entre les deux, reflet de son statut ambigu. Il y avait un lit, une chaise, une petite table, une fenêtre grillagée. Il était enfermé, mais pas enchaîné. Gardé, mais pas traité comme un criminel. Pendant 3 jours, il attendit tandis que juristes et fonctionnaires examinèrent les documents, recueillaient des témoignages et tentaient de démêler l'écheveau juridique qu'Anatole et lui avaient créé. Durant ce temps, plusieurs faits furent établis. Christophe Desharous fut officiellement déclaré mort, décédé à New York le 2 mai, 12 jours avant la vente. Il avait vécu juste assez longtemps pour recevoir la lettre d'Anatole promettant de prendre soin de Jean-Baptiste. Avait-il cru à cette promesse ou n'avait-il eu d'autre choix que d'espérer? Jean-Baptiste ne le saurait jamais. Le consulat de France confirma que tous les documents de Jean-Baptiste étaient authentiques. Un acte de naissance parisien existait bien pour Jean-Baptiste Desharous, fils de Christophe et de Céleste, enregistré comme naissance libre. Anatole produisit 3 témoins, affirmant avoir connu une esclave nommée Céleste, à Rivière-aux-Cannes, décédée en 1848, et ayant déclaré que son fils s'appelait Jean-Baptiste. Les témoins étaient eux-mêmes esclaves, leurs témoignages recevables selon le droit louisianais malgré leur statut. La question juridique devint d'une complexité presque insoluble. Si Céleste Moreau à Paris et Céleste l'esclave de Rivière-aux-Cannes étaient la même personne, quand avait-elle été réduite en esclavage, avant la naissance de Jean-Baptiste ou après? Si avant, Jean-Baptiste était esclave quel que soit son lieu de naissance, selon le principe partus sequitur ventrem, le statut suivant celui de la mère.
Ci-après, ou s'il s'agissait de deux femmes différentes, il était libre. Personne ne put prouver de manière définitive laquelle des deux versions était vraie. Le 17 mai, un juge nommé Thibault, connu pour la rigueur de ses délibérations et pour une certaine sympathie envers les personnes libres de couleur, rendit sa décision. Ce fut un chef-d'œuvre d'ambiguïté juridique, une décision qui ne tranchait presque rien, tout en empêchant un préjudice immédiat. Le jugement déclarait que le statut légal de Jean-Baptiste ne pouvait être déterminé de façon concluante, à partir des preuves disponibles. Les documents suggéraient qu'il était né libre en France. Les témoignages indiquaient qu'il pouvait être le fils d'une femme réduite en esclavage. En l'absence du témoignage de Céleste elle-même ou de documents supplémentaires prouvant son statut au moment de la naissance de Jean-Baptiste, aucune conclusion définitive ne pouvait être tirée. Par conséquent, la tentative de vente était déclarée nulle. Anatole ne pouvait pas vendre Jean-Baptiste comme esclave, à moins de prouver, au-delà de tout doute raisonnable, que Jean-Baptiste était né esclave. La charge de la preuve reposait sur Anatole. Tant qu'une telle preuve ne serait pas fournie, le statut de Jean-Baptiste resterait indéterminé et il ne pourrait être maintenu en esclavage. Inversement, Jean-Baptiste ne pouvait pas non plus revendiquer immédiatement l'ensemble des droits d'un homme libre, sans preuve supplémentaire du statut libre de sa mère. Il existait donc, dans une zone grise juridique, ni définitivement esclave, ni définitivement libre. Dans les faits, Jean-Baptiste fut libéré de toute détention, mais interdit de quitter la Louisiane sans autorisation. Anatole se vit interdire toute revendication de propriété sur lui. L'affaire demeurait techniquement ouverte dans l'attente de nouvelles preuves, mais comme les témoins clés étaient soit morts, soit asservis, il était peu probable que de nouveaux éléments apparaissent. C'était une non-décision qui protégeait tout le monde. La réputation d'Anatole était préservée. Il pouvait prétendre avoir agi de bonne foi, sur la base des informations dont il disposait. La maison de vente était protégée de toute responsabilité puisque la vente avait été suspendue. Les enchérisseurs récupérèrent leur argent, et Jean-Baptiste obtint sa liberté, techniquement du moins, sous une forme que personne ne parvenait réellement à définir. Lorsque Jean-Baptiste sortit du cabildo dans l'après-midi du 17 mai, il ne portait que ce qu'il avait apporté à la Nouvelle-Orléans. Les vêtements qu'il avait sur lui et sa petite malle en cuir, qu'Anatole lui avait rendus sans commentaire. Ses papiers français s'y trouvaient, ainsi que la décision du juge Thibault et une lettre du consulat de France, attestant qu'il était reconnu comme citoyen français et que l'on lui fournirait toute assistance possible s'il en avait besoin. Il n'avait nulle part où aller. Il ne connaissait personne à la Nouvelle-Orléans. Il possédait environ $8, remis par Anatole en paiement de ses semaines de travail comme secrétaire, une somme transmise par l'intermédiaire d'un avocat, sans explication ni commentaire. Il se tint dans la rue, devant le cabildo, observant la ville autour de lui, cet endroit étrange et complexe où il n'était ni une chose ni une autre. Il ressentit une vague d'émotions mêlant à parts égales la terreur et l'exaltation. Il était libre, pas entièrement, pas clairement, mais suffisamment. Il était vivant, il avait survécu. Ce qui arriva ensuite est l'endroit où l'histoire se brouille pour devenir légende, où la documentation s'arrête et où le récit commence. Certains témoignages affirment que Jean-Baptiste disparut ce jour-là même, quittant la Nouvelle-Orléans à pied et n'étant jamais revu en Louisiane. D'autres disent qu'il resta plusieurs semaines dans la ville, travaillant comme précepteur de français sous un nom d'emprunt, économisant discrètement assez d'argent pour partir. Un journal de Cincinnati publia en août 1853 une petite annonce recherchant un professeur de français nommé J.B. Desharous. Peut-être était-ce lui, peut-être pas. Une lettre parvint au consulat de France en 1854, signée simplement J.B., remerciant le consulat pour son intervention et affirmant que l'auteur allait bien, était libre et recommençait sa vie ailleurs. Thomas, le palefrenier qui avait remis la lettre de Jean-Baptiste au consulat, raconta à d'autres personnes asservies de Rivière-aux-Cannes qu'il avait vu Jean-Baptiste 3 jours après la vente, marchant vers le nord à l'aube sur la route longeant le fleuve, vêtu de vêtements de travail grossiers et portant un petit baluchon. Thomas disait l'avoir appelé, que Jean-Baptiste s'était retourné, avait souri, posé un doigt sur ses lèvres et avait continué son chemin. Que cela se soit réellement produit, ou que Thomas ait inventé cette histoire, parce que les gens avaient besoin de croire que Jean-Baptiste s'était échappé, nul ne peut le dire. Ce qui est documenté, en revanche, est ceci. Anatole ne se remit jamais complètement du scandale. Son activité se poursuivit. Sa plantation demeura rentable.
Mais sa position dans la société de la Nouvelle-Orléans fut durablement entachée. Plusieurs familles rompirent discrètement tout lien avec lui. L'histoire de la vente se répandit, chuchotée dans les salons, évoquée dans des correspondances privées. Anatole Desharous, disait-on, avait tenté de vendre son propre neveu, avait volé les papiers d'un homme libre et l'avait réduit en esclavage, avait assisté sans broncher à l'humiliation du jeune homme sur le bloc d'enchères. Que Jean-Baptiste ait été légalement libre ou non importait presque peu. Ce qui comptait, c'était qu'Anatole avait violé un code fondamental, celui de la famille, de l'honneur, de la conduite attendue d'un homme respectable. En 1859, Anatole reçut un colis sans adresse de retour. À l'intérieur se trouvait un livre, une édition française du Comte de Monte Cristo. Sur la page de garde, quelqu'un avait écrit d'une écriture élégante « Frères, nous sommes frères, nous qui souffrons de la même blessure ». C'était une citation du roman, mais aussi un message. Anatole reconnut l'écriture de Jean-Baptiste. Il brûla le livre le jour même, mais pas avant que sa fille Marguerite ne l'ait vu et n'en ait parlé dans son journal. Ce journal a survécu. La référence était explicite. Le comte de Monte Cristo raconte l'histoire d'un homme injustement emprisonné qui s'évade et détruit méthodiquement ceux qui l'ont trahi. C'est aussi un récit de transformation, de renaissance, d'abandon d'une ancienne identité comme un serpent qui mue. Que Jean-Baptiste ait voulu menacer de vengeance ou simplement souligner un parallèle, Anatole le prit comme une menace. Il engagea des enquêteurs privés pour retrouver Jean-Baptiste. Ils ne découvrirent rien. Il renforça la sécurité de la plantation. Il se mit à dormir avec un pistolet chargé sur sa table de chevet. Et il déclina. Physiquement, mentalement, spirituellement, bien plus rapidement que son âge ne l'expliquait. Il mourut en 1862, durant l'occupation de la Nouvelle-Orléans par l'Union, de ce que son médecin appela un épuisement nerveux et une mélancolie profonde. Il avait 66 ans. Durant ces dernières semaines, les domestiques rapportèrent qu'il parlait souvent en français à des personnes invisibles, semblant fréquemment se disputer avec quelqu'un qu'il appelait « le garçon ». Il répétait « Je t'ai donné un toit, j'ai fait ce qui était nécessaire. Pourquoi ne peux-tu pas le comprendre ?» Personne ne sut jamais à qui il s'adressait. La mort de Christophe fut plus simple, et à sa manière plus paisible. Il mourut à New York 3 jours avant la déclaration de liberté de son fils, sans jamais savoir si Jean-Baptiste était en sécurité. Mais l'une des religieuses qui l'assista dans ces derniers jours rapporta qu'il paraissait étrangement apaisé à la fin. Peu avant de mourir, il aurait dit « Mon fils est libre, c'est tout ce qui compte ». Qu'il parlât réellement de Jean-Baptiste ou qu'il fût simplement délirant, nul ne peut le dire. Mais il est réconfortant de penser que, d'une manière ou d'une autre, à travers la distance et ce lien mystérieux entre parents et enfants, il ait senti l'évasion de son fils. L'hôtel Saint-Louis continua à organiser des ventes pendant encore une décennie, mais la vente du 14 mai 1852 ne fut jamais mentionnée dans ses histoires officielles ni dans ses publicités. Toute la documentation, actes de vente, registre des enchérisseurs, traces de la suspension, disparut des archives de l'hôtel, comme si l'événement entier avait été collectivement effacé. Sauf qu'il ne le fut pas. L'histoire persista, racontée et répétée dans les foyers créoles francophones, évoquée dans des lettres privées, parfois citée dans des débats juridiques sur le statut et les droits des personnes libres de couleur. Elle devint une légende, celle du bel esclave qui se déclara libre et disparut. Et voici ce qui rend cette histoire véritablement fascinante. Jean-Baptiste disait presque certainement la vérité. La confirmation du consulat français était réelle. Les archives parisiennes existaient. Le mariage de Christophe était documenté. Et l'affirmation d'Anatole concernant une esclave nommée Céleste à Rivière-aux-Cannes n'apparaît dans aucun registre de plantation avant l'arrivée de Jean-Baptiste. Il n'existe aucun inventaire la mentionnant, aucun registre de naissance d'autres enfants, aucun acte d'achat, aucun acte de vente. Elle apparaît dans le témoignage d'Anatole et de ses témoins, mais nulle part dans la paperasse habituelle qui accompagnait les personnes réduites en esclavage en Louisiane. Ce qui suggère quelque chose de plus sombre encore que ce que l'histoire laisse entendre. Qu'Anatole n'a pas seulement réduit en esclavage un homme libre par manipulation juridique, mais qu'il a aussi fabriqué des preuves, coaché des témoins et construit une histoire entièrement fictive pour justifier ses actes. Si cela est vrai, alors ce qui s'est produit à l'hôtel Saint-Louis n'était pas simplement une vente aux enchères qui a mal tourné. C'était la mise au jour d'une fraude soigneusement planifiée. Et si cela est vrai, la disparition de Jean-Baptiste devient encore plus compréhensible. Il ne fuyait pas l'esclavage.
Il fuyait quelqu'un qui avait démontré être prêt à détruire entièrement son identité pour préserver un mensonge. La dernière référence documentée à Jean-Baptiste Desharous date de 1897, 45 ans après la vente. Une chercheuse nommée Alberta Lacroix interrogeait alors des créoles âgés pour un ouvrage sur l'héritage français de la Nouvelle-Orléans. Une femme, Madame Henriette Blanchard, âgée de 93 ans, lui raconta une vente aux enchères à laquelle elle avait assisté dans sa jeunesse. Le plus beau jeune homme qu'elle ait jamais vu, debout sur le bloc de marbre, se déclarant libre sous les yeux d'une foule stupéfaite. Lacroix lui demanda si elle pensait que ce jeune homme avait réellement été libre. « Oh, absolument », répondit-elle. On le voyait dans sa manière de se tenir. Les gens libres se tiennent différemment. Ils portent la tête autrement. Ce garçon était libre. Il devait simplement le prouver. Lacroix lui demanda si elle pensait qu'il avait survécu, s'il s'était enfui vers le nord ou peut-être retourné en France. Madame Blanchard sourit. « Je pense qu'il est allé dans un endroit froid. Un endroit où son visage ne signifiait rien d'autre que sa beauté. Le Canada peut-être, ou la France, ou encore quelque part dans le Nord, où personne ne connaissait le droit louisianais, ni ne s'en souciait. Je pense qu'il a vécu longtemps et qu'il n'a probablement jamais raconté ce qui lui était arrivé, parce que certains secrets sont trop dangereux pour être dits. On les porte en soi jusqu'à la mort, et ils meurent avec nous. Et peut-être que c'est mieux ainsi. Qu'elle ait eu raison ou non, nous ne le saurons jamais. Mais le fait que la législature de Louisiane ait scellé les archives de la vente en 1853 et les ait maintenues scellées depuis, suggère que quelqu'un, quelque part, pensait que la vérité complète était dangereuse. Ces documents restent classifiés à ce jour. Plusieurs historiens ont demandé l'accès. Toutes les requêtes ont été rejetées. La raison officielle est toujours la même. Des préoccupations de confidentialité concernant la détermination du statut de descendant potentiellement vivant. Mais Jean-Baptiste serait né en 1829. Toute personne pouvant être son descendant direct serait aujourd'hui éloignée de plusieurs générations. Et les préoccupations de confidentialité ne s'étendent généralement pas aussi loin. Ce qui suggère que la véritable raison pour laquelle ces archives restent scellées est différente. Peut-être contiennent-elles la preuve qu'Anatole a commis une fraude. Peut-être révèlent-elles la complicité d'autres familles influentes. Peut-être documentent-elles simplement une injustice si flagrante que l'ouverture des archives imposerait une reconnaissance officielle et peut-être des excuses que les institutions préfèrent éviter. Ou peut-être contiennent-elles des indices sur la destination de Jean-Baptiste, le nom qu'il a pris, l'endroit où il s'est établi. Peut-être que, quelque part dans ces documents scellés, se trouve la réponse à la question que tout le monde se pose. A-t-il réussi? S'est-il réellement échappé? A-t-il reconstruit une vie ailleurs, sous un autre nom, devenant quelqu'un d'autre? Les éléments dont nous disposons suggèrent que oui. La lettre adressée au consulat en 1854, le livre envoyé à Anatole en 1859, l'absence totale de toute trace de Jean-Baptiste ayant été repris ou de nouveau réduit en esclavage, le silence là où il y aurait dû y avoir du bruit si Anatole l'avait retrouvé. Tout cela pointe vers l'évasion, la survie, la réinvention. Peut-être que Madame Blanchard avait raison. Peut-être que Jean-Baptiste est allé quelque part où il faisait froid, Montréal, Paris, Boston ou ailleurs, et qu'il a simplement recommencé. Peut-être est-il devenu professeur de français, traducteur, comptable, ou toute autre chose lui permettant d'utiliser son éducation tout en évitant les regards indiscrets. Peut-être s'est-il marié, a-t-il eu des enfants, a-t-il vieilli, et est-il mort sans jamais raconter à qui que ce soit les 3 mois de 1852, durant lesquels il n'avait été ni esclave ni libre, lorsque toute son existence avait tenu à un fil pendant que des étrangers débattaient de son humanité. Si c'est le cas, alors quelque part dans les registres de Montréal, de Paris, de Boston ou d'une douzaine d'autres villes, il existe peut-être un acte de décès au nom français, né vers 1829, profession indiquée comme précepteur ou employé, sans autre détail. Et si quelqu'un retrouvait ce document et en retraçait l'origine, il pourrait découvrir qu'il appartenait à Jean-Baptiste Desharous, celui qui fut mis aux enchères à la Nouvelle-Orléans, se déclara libre, puis disparut dans la légende. Mais peut-être que ce n'est pas la bonne question. Peut-être que la question n'est pas de savoir s'il s'est échappé, où il est allé, ou ce qu'il est devenu. Peut-être que la vraie question est « Pourquoi avons-nous besoin de le savoir? Pourquoi cette histoire, parmi des milliers d'histoires similaires de cette époque, a-t-elle perduré? Pourquoi les gens continuent-ils de chercher Jean-Baptiste Desharous dans de vieux registres, des recensements, des manifestes de navires?
Je pense que c'est parce que son histoire accomplit quelque chose de rare. Elle montre quelqu'un qui refuse de disparaître. La plupart des personnes dans sa situation ont simplement disparu de l'histoire, englouties par un système conçu pour les effacer. Mais Jean-Baptiste n'a pas disparu. Il s'est tenu sur ce bloc d'enchères et a prononcé son propre nom. Il a revendiqué son identité devant des centaines de témoins. Il a forcé le système à le reconnaître, même si celui-ci ne savait pas comment le classer. Et puis, oui, il a disparu. Mais il a disparu selon ses propres termes, après s'être assuré que tout le monde savait exactement qui il était. Ce n'est pas de l'effacement. C'est une transformation. C'est choisir de devenir invisible plutôt que d'y être contraint. Il y a une différence profonde. Ce mystère nous montre quelque chose d'essentiel sur l'identité, la liberté et la fragilité terrible des deux. Dans un monde où votre statut d'être humain pouvait être déterminé par la couleur de votre peau, les circonstances de votre naissance et la cruauté ou la bonté de vos proches, Jean-Baptiste Desharous n'aurait jamais dû se retrouver sur ce bloc d'enchères. Qu'il soit né libre à Paris ou né esclave en Louisiane, le simple fait que son destin ait pu être débattu, que son humanité ait été considérée comme une question juridique nécessitant un arbitrage, nous dit tout ce que nous devons savoir sur le système qui l'a placé là. Mais cela nous dit aussi quelque chose sur la résistance, sur le refus d'accepter les définitions que d'autres imposent, sur le pouvoir immense de dire son propre nom quand tout le monde cherche à vous renommer, à vous redéfinir, à vous réduire à l'état de propriété. Jean-Baptiste s'est tenu sur cette estrade de marbre et a dit « Je suis libre », sachant que ces mots pouvaient le détruire, et que ces mots aient ou non changé immédiatement sa situation. Ils ont changé l'histoire. Ils l'ont transformé de victime passive en acteur de son propre destin. Et c'est peut-être pour cela que nous racontons encore cette histoire 170 ans plus tard. Parce qu'en fin de compte, Jean-Baptiste a gagné. Pas devant un tribunal, pas au sens juridique, mais de la seule manière qui compte vraiment. Il a refusé d'être oublié. Il a fait en sorte que quiconque tenterait de l'effacer doive travailler très dur pour y parvenir. Et il a laissé suffisamment de traces. La lettre, le livre, les notices de journaux, les récits murmurés, pour que nous puissions encore le retrouver si nous cherchons. Alors, qu'en penses-tu? Crois-tu que Jean-Baptiste était réellement libre? Penses-tu qu'il s'est échappé? Ou crois-tu qu'autre chose s'est produit dans cette pièce verrouillée de l'hôtel Saint-Louis? Et pourquoi la Louisiane conserverait-elle ses archives scellées s'il n'y avait rien d'explosif à y cacher? Quelque chose qui compte encore aujourd'hui. Laisse ton commentaire. Dis-moi ce que tu penses être arrivé à Jean-Baptiste Desharous. Et si tu as aimé cette histoire, ce mystère qu'on a tenté d'enterrer, abonne-toi à cette chaîne. Active la cloche de notification. Partage cette vidéo avec quelqu'un qui aime les mystères historiques sombres, les histoires de ceux qui sont passés entre les mailles de l'histoire, les récits que quelqu'un voulait effacer. Parce que chaque vue, chaque partage, chaque commentaire aide à redonner vie à ces voix oubliées. Et peut-être que, quelque part dans un registre scellé ou une archive poussiéreuse, la vérité complète sur Jean-Baptiste attend encore d'être découverte. À la prochaine vidéo.